du site le plus francophone le plus important du monde, si je puis dire même, hein, sur Trump. Donc merci encore Joël. Vous êtes rédacteur en chef du média Trump Fact News, que beaucoup connaissent aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Je vous présente le compte X Trump Fact News avec presque 100 000 followers. Il a été créé en 2016 par un homme qui s'appelle Joël. C'est un Français qui vit au Canada et qui se présente comme le rédacteur en chef de Trump Fact News. Il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour à tous et bienvenue sur Trump Fact News. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon invité est un invité exceptionnel. C'est pas un analyste de plateau télé, c'est un homme qui a vécu la guerre secrète de l'Occident de l'intérieur. Pierre Martinet est un ancien officier du service action de la DGSE, l'unité la plus secrète du renseignement français, spécialisé dans les opérations clandestines, la lutte antiterroriste et les missions spéciales à l'étranger. Il a passé plus de 20 ans sur le terrain, au cœur des zones les plus dangereuses du monde. Aujourd'hui, il est l'une des rares voix capables de nous expliquer ce qui se passe réellement derrière les crises internationales, loin de la communication officielle. Pierre Martinet est avec nous. Bonjour Pierre, comment allez-vous? Bonjour à vous et merci de m'avoir invité, ça va très bien. Merci Pierre d'être là. Donc comme je le disais, vous êtes un ancien officier français du service action de la DGSE, donc c'est la direction générale de la sécurité extérieure. C'est l'unité la plus secrète et la plus offensive du renseignement français qui s'occupe en fait des opérations clandestines, de la lutte antiterroriste, de l'exfiltration d'agents et des actions spéciales à l'étranger, c'est ça? Alors, le service action est la branche armée clandestine des services secrets français de la DGSE, comme le département action pour la CIA, le Kidon pour le Mossad, etc. Chaque service secret a un département action qui va à l'étranger pour exercer des opérations clandestines de type homo pour homicide humain ou bien matériel. Donc, alors, j'étais pas officier au sein du service action à la DGSE, mais sous-officier au sein du service action à la DGSE, pour être plus précis. J'ai fait 20 ans dans l'armée, dans les parachutistes, dans les unités parachutistes de l'armée française, dont 5 ans au service action de la DGSE, où j'ai exercé le rôle dans 2 cellules. Une cellule qui faisait essentiellement du renseignement à fin d'action, c'est-à-dire du renseignement sur des terroristes. On montait des dossiers sur des terroristes pour potentiellement les éliminer physiquement. Et aussi sur du matériel, une opération célèbre qui a mal tourné, médiatiquement qui a mal tourné, c'est le sabotage du bateau Rainbow Warrior à Auckland en 85. C'était des membres du service action qui l'ont coulé. Alors, oui, c'est une unité qui est essentiellement constituée de militaires, donc recrutés au sein de l'armée de terre. À ma période, c'était le cas, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est. Et on suit une formation qui dure 1 an. Et en fonction de cette formation, on apprend toutes les techniques clandestines de nos services. Et en fonction de cette formation, on est affecté à une cellule qui correspond mieux à nos qualités intellectuelles, physiques, techniques et psychologiques. C'est ça. Donc, vous avez quitté en 2000, c'est ça? 2002. Juste après le 11 septembre. Après le 11 septembre. Vous êtes devenu consultant dans des compagnies privées. Vous avez monté votre propre compagnie. Vous avez aussi publié pas mal d'ouvrages, DGSE, Service Action, FBI
au DGSE, mon combat contre le terrorisme. C'est quoi votre dernier livre actuellement, Pierre? C'est le livre que j'ai publié il y a 3 ans aux éditions Mareuil Éditions, qui s'appelle Pris en otage. Pris en otage, c'est l'histoire je raconte l'histoire qui m'est arrivée pendant la révolution libyenne en 2011, où j'ai été otage pendant 2 semaines d'un groupe de terroristes islamistes, hein, une Katiba. Et je raconte pourquoi j'étais là-bas, pour qui j'étais là-bas, pour qui je travaillais, quelle était ma mission et comment on a été arrêté, enlevé, torturé, comment ils ont tué Pierre Marziali, à qui je rends hommage dans le livre, qui est un ami depuis 1982. Et donc, c'est mon dernier livre qui est toujours en vente, hein, qui se vend bien. Et je suis en train de poser les bases de mon prochain ouvrage qui sera, je l'espère, publié sur comment stopper le projet islamique, comment s'en sortir avec ce projet mortifère. Donc, depuis des années, j'interviens sur différents médias pour donner mon avis, hein, qui est un avis qui est mon propre avis, que je revendique et que j'assume pleinement. Et depuis de nombreuses années, je trouve que nos dirigeants occidentaux ne prennent pas le bon chemin pour nous libérer de ce fléau qui nous gangrène depuis des années. On va en reparler. Vous avez créé aussi un cercle de réflexion et de propositions pour contrer le projet islamiste CRP Hermès. CRP. Ah, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez plus? Non? Vous n'avez pas appuyé sur un bouton? Est-ce que vous m'entendez? On va essayer de régler ça en direct. 1, 2, 1, 2. Pierre. Ah, pourtant, je suis connecté. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je vous entends. Moi, je vous entends, Pierre. Moi, je vous entends très, très bien. Moi, je vous entends, Pierre. Vous pouvez allez-y, hein, vous pouvez parler. Hein. Moi, je vous entends très, très bien. Donc, vous avez créé un cercle. Vous pouvez y aller. Allez-y, Pierre. Allez-y. Vous pouvez parler, Pierre, si vous voulez. Donc, vous avez créé un cercle de réflexion qui, justement, combat l'islamisme, c'est ça? Oui, je suis en train de parler. Je peux parler. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tout est activé, c'est bon? Oui. Mais moi, je ne vous entends pas. Ok, c'est bizarre, parce que moi, je vous entends parfaitement. Ok, on va régler ça. Allez-y, Pierre, vous pouvez parler en attendant. Vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. Allez-y. Alors, attendez, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Allez-y, Pierre, hein, si vous voulez parler, allez-y. Je n'entends pas. Est-ce que vous m'entendez, Pierre? Non, toujours pas? Ok, alors il y a un problème de micro. Je vais essayer de faire un petit réglage, voir qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est les aléas du direct. Pourtant, tout est bon ici. Tout est OK ici. Le micro fonctionne. Est-ce que vous n'avez pas désactivé quelque chose? Plus rien. Je n'en vous entends plus du tout. Je suis désolé. Ok. Hein. Non, est-ce que vous avez désactivé quelque chose? Écoutez, on va essayer de... On est en direct. Ouais, on va essayer... J'essaie de parler là. Je parle. Ok, mais allez-y sur... Je continue à parler, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok, bah, je continue à parler. Qu'est-ce qu'on disait? Je ne sais plus. On disait oui, que nous ne prenons pas le bon chemin pour régler le danger qui nous menace avec le terrorisme islamiste. Et j'ai créé récemment, le 7 octobre, après l'attaque en Israël, j'ai eu l'idée de créer une page Facebook qui est toujours active, hein, qui s'appelait à cette période-là le cercle de réflexion et de proposition pour lutter contre le projet islamiste, Hermès. Ça s'est transformé aujourd'hui par une association qui s'appelle le cercle de réflexion patriotique Hermès, dans lequel je vais aussi parler
de la lutte contre l'islam fondamentaliste et contre l'islamisation de nos sociétés, mais pas que. On parlera aussi d'économie, de médecine, d'éducation. Chaque département aura des spécialistes de terrain. Ce qui m'importe, ce sont des gens qui ont de l'expérience terrain, pas des gens qui ont fait uniquement Sciences Po ou l'ENA. Pour moi, il en faut, mais pas que. Et donc, cette association qui est aujourd'hui, vous pouvez adhérer, hein, ceux qui veulent. Hein, le site est en ligne, hein, je pourrais le mettre après. Et cette association va nous permettre, nous permettre d'apporter des solutions aux hommes politiques pour qu'ils puissent, qu'on puisse influer sur leurs décisions. Parce que je pense aujourd'hui que seule la politique ne suffira pas à nous sortir de ce bourbier. Je pensais au début que la politique devrait changer ça, mais plus le temps passe et plus je me dis que ça ne suffira pas. Donc les associations, le peuple aura un rôle prépondérant et déterminant dans notre réussite. Alors, on est dans des états de droit, on essaye de rester, on n'essaye pas, on reste dans la légalité, bien évidemment. On n'appelle pas à la révolution, bien évidemment. En revanche, moi, j'apporte des solutions. Oui, je vous entends. Moi, en revanche, j'apporte des solutions radicales. Je pense qu'on ne pourra pas lutter contre l'islamisation de l'Occident sans leur mettre en face des actions radicales. C'est pas possible. C'est ça. Donc, on va parler du prochain sujet que vous avez parfaitement lancé, Pierre. Donc, le son est revenu. Très bien. C'est tant mieux. C'est les aléas du direct. Hein. Donc, voilà, on va passer aussi les commentaires. Hein. Il n'y a pas beaucoup de commentaires qui défilent. Donc, justement, l'islamisation en France, je sais que c'est quelque chose qui vous tient. L'islamisme radical, l'extrémisme musulman, l'extrémisme islamiste, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas c'est l'islam, on est d'accord sur ça. Justement, quelles sont les solutions que vous proposez, Pierre, pour le combattre, puisque on a bien vu que jusqu'à maintenant, tous les politiciens qui parlaient beaucoup d'islamisme dans les livres, dans les cercles de réflexion, les intellectuels, même Zemmour, finalement, n'ont pas vraiment de solution à apporter. Alors, selon vous, si demain, Pierre, admettons, vous êtes au pouvoir, vous êtes président, que ferez-vous différemment ? Premièrement, vous avez dit, vous avez donné la fonction qui fera changer, qui changera les choses. Aujourd'hui, on a les avantages et les inconvénients d'une démocratie. C'est-à-dire qu'on est dans un état de droit. Et en face, eux, leur seul droit, c'est de nous détruire. Leur seule volonté, c'est de nous détruire. Et ils ont tous les droits pour ça. Et ils ont surtout une farouche volonté d'aller au bout de leur projet. La différence avec l'Occident, c'est que eux, ils ont le temps et nous avons juste la montre. Ils s'inscrivent dans un temps long. Les frères musulmans, par exemple, ont vu le jour il y a 98 ans, en 1928. Donc, vous voyez, le projet des frères musulmans… En Égypte, Ras el-Banna. Voilà, en 1928. Avec la volonté d'islamiser d'abord, de remettre l'islam au cœur de la société, autour de lui, aussi de chasser de l'Égypte les Britanniques. Et petit à petit, il a réislamisé le pays, la région, etc., etc. Les frères musulmans, aujourd'hui, sont présents dans tous les pays, sur tous les continents. Et c'est un réel danger, c'est un vrai fléau. Donc, comment on pourra inverser cette tendance? Déjà, il faut la stopper. Comment on pourra la stopper? En ayant un président, en ayant à la tête de l'État quelqu'un qui est capable de dire l'islam, je parle pour la France aujourd'hui, hein, oui. L'islam est incompatible avec la France. On part de ce constat, je dirais la même chose, le catholicisme est incompatible avec la République islamique d'Iran, par exemple, ou la République islamique de Mauritanie, ou les Émirats, ou le Qatar, etc., etc. C'est un fait. Je dissocie l'islam des musulmans et dès qu'on aura quelqu'un qui sera capable de dire à la tête de l'État l'islam est incompatible avec la France. On n'interdit pas l'islam, parce qu'on ne peut pas interdire les religions. Toutes les religions ont leur place partout, si elles respectent le pays dans lequel elles se trouvent. Donc l'islam doit aujourd'hui s'adapter à la France et non l'inverse. C'est ce qui se passe au quotidien, et notamment pendant le ramadan, où il y a des offensives idéologiques.
qui veulent que l'État cède sur leurs revendications. C'est là qu'il faut être ferme. Donc il faut prendre des mesures. Première mesure, affirmer que l'islam est incompatible avec la France. Deuxième mesure, reconnaître qu'il y a un réel projet d'islamisation des sociétés occidentales. On le voit, il suffit de prendre la photographie de l'Europe en 1985 et en 1975 et 50 ans plus tard, en 2025, vous avez vu la différence. En 1975, en France, il y avait 8 mosquées. Aujourd'hui, recensées, il y en a à peu près 3000. Je parle des mosquées recensées à peu près 3000, sans compter toutes les salles de prière qui sont pas clandestines, mais pas recensées, qui fleurissent un peu partout. Donc il y a aujourd'hui un réel danger d'islamisation de notre société. C'est un fait, c'est comme ça. Cette islamisation, elle a accéléré ces dernières années parce que l'Europe a ouvert ses portes, ses portes à l'immigration qui est majoritairement arabo-musulmane. Ça aussi, c'est un fait. Donc, les gens viennent comme ils sont et ils veulent que le pays s'adapte et non l'inverse. Donc ça, c'est un réel problème. Donc ça, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est capable de le reconnaître, qui est capable de l'affirmer et qui est capable de dire que cette tendance-là va changer, va s'inverser, va se ralentir, va stopper, va s'inverser, ça, c'est déjà un premier pas. Deuxième pas, c'est reconnaître que l'organisation terroriste des frères musulmans inscrire l'organisation terroriste musulman sur ces listes de terroristes, justement. Deuxièmement, dans certains pays musulmans d'ailleurs. Certains pays musulmans, mais c'est la branche violente de l'islam, les frères musulmans. C'est la branche radicale de l'islam, les frères musulmans. Comme le salafisme aujourd'hui, c'est une idéologie qui est aussi dangereuse que les frères musulmans. Et d'autres mouvements religieux, notamment les mouvements turcs, ces mouvements-là sont aussi dangereux. Donc un chef de l'État aujourd'hui qui est capable de prendre ces mesures, qui est capable de criminaliser le salafisme, qui est capable de fermer toutes les mosquées qui sont liées à ces mouvements-là, les fermer définitivement, pas pour 6 mois, parce que c'est que reporter le problème, qui est capable d'interdire les revendications religieuses, de dire non aux revendications religieuses, les prières de rue, etc., etc., oui, on pourra stopper ça. Oui, ils pourront céder et s'adapter à notre mode de vie. Mais pour prendre ces décisions, 1, il faut du courage. 2, il faut refonder un peu nos institutions qui vont à l'encontre de nos intérêts. Je parle au Conseil de l'État, etc., etc., la Cour européenne des droits de l'homme, toutes ces institutions qui sont anti-Europe, anti-Occident. Donc il va falloir tout remettre à plat. Eh bien, ça ne se fera pas dans le calme et la douceur, ça se fera dans la violence. On sera obligé il y aura forcément des heurts intercommunautaires, on en prend le chemin. Je dis souvent dans certaines de mes interventions qu'en France, en Europe, dans certains pays, je parle de l'Europe de l'Ouest plutôt, Angleterre, Belgique, Espagne, Allemagne, France, un peu la Suisse, etc., etc. La Suède, où j'ai travaillé dans les années 90, j'étais de nombreuses fois en mission en Suède sur des groupes islamistes. Eh bien, si on ne prend pas ces mesures contre l'islamisation de ces sociétés européennes, eh bien, il y aura forcément des heurts intercommunautaires. Et ce que je voulais dire exactement, je retrouve le fil de mon raisonnement, c'est que pour avoir fait la guerre au Liban, je vois à peu près tous les ingrédients pour qu'il y ait une libanisation dans quelques années de notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des communautés qui se font face. Et petit à petit, ces communautés-là vont s'affronter. Et effectivement, on n'est pas encore au Moyen-Orient ici, on n'est pas encore au Liban, il n'y a pas autant d'armes qui circulent et de factions armées, mais il y aura forcément des poches de violence qui pourront, des poches de guérilla urbaine qui pourront, à terme, vous savez, moi je ne parle pas à 1 ou 2 ans, je parle à 10, 15 ans. Et oui. Dans tout ce que j'écris ou dans tout ce que je dis, moi, ma seule préoccupation, ma seule question, c'est est-ce que vous voulez que la France soit une république islamique en 2100 ? C'est ça ma question. Vous voyez, je ne pense pas qu'à moi, parce que je serai bien évidemment plus de ce monde. Je ne suis pas un égoïste, je pense à ce que nos ancêtres nous ont laissé. Vous êtes franco-canadiens, donc vous avez forcément des ancêtres qui se sont battus pour que nous soyons français, que nous soyons libres de penser ce que l'on pense, de vouloir ce que l'on veut, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. La France est une terre chrétienne, catholique,
pas musulmane. Et si on ne prend pas ces mesures-là, on le deviendra. Alors, vous avez très, très bien, évidemment, analysé, le danger, la source. Est-ce que le problème aussi, et ça, on peut aussi faire une autocritique de nos sociétés, notamment avec, la montée, il y a d'un côté l'islam radical, mais de l'extrême gauche et du wokisme, cette dégénérescence mentale de la gauche quelque part. Est-ce qu'en fait, le problème de l'islam, ce serait pas nous? C'est-à-dire, notre, capacité à être trop tolérant, notre capacité à peut-être faire de la laïcité une arme justement pour détruire justement nos sociétés chrétiennes, occidentales, et faire venir derrière une composante musulmane islamique qui justement, elle, a pour objectif de s'imposer. Donc en fait, on laisse de l'espace à quelqu'un qui a envie de prendre cet espace-là. Est-ce que donc, en fait, si vous voulez, pour revenir à ma question, le problème, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos sociétés, ce n'est pas nos gouvernements qui sont trop tolérants? Absolument. On pourrait s'arrêter là, parce que vous avez résumé Mais je vous laisse développer. Non, évidemment, c'était une boutade. Ils sont forts de nos faiblesses. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à ce que nous sommes réellement en Occident, c'est-à-dire assis sur nos fesses, sans réel projet, parce qu'en face, ils ont un projet. Islamiser les sociétés occidentales, c'est un projet. Et en face d'eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des sociétés qui n'ont plus de projet, mais qui ont que des besoins. Et ces besoins-là, au final, détruisent l'esprit de guerrier que nous avions il y a 50, 100, 50, 70 ans. L'esprit de guerrier, il faut le retrouver. Pour retrouver cet esprit de guerrier, il faut sortir de nos zones de confort. On est au chaud, la vie est belle, même si il y a des difficultés pour tout le monde. Mais vous voyez, c'est un état d'esprit qu'il faut retrouver. Et l'état d'esprit qu'il faut retrouver, c'est un état d'esprit qu'on a dans certaines unités spéciales, dans l'armée, qu'on retrouve aussi dans le sport. Vous savez, cette envie de gagner, cette puissance qu'on peut développer quand on est fort, quand on est sûr de soi, quand on s'entraîne au quotidien, quand on a envie de rester ce que l'on est. Et ça, c'est important de leur mettre en face, parce qu'ils sont ce qu'on n'est plus. Et il faut respecter leur projet, mais pour le combattre, il faut les connaître, il faut avoir la volonté de les détruire, et il faut surtout ne plus avoir la main qui tremble dans les décisions qu'on doit prendre. Et on ne peut pas lutter contre l'islamisation de nos sociétés uniquement avec des mots, parce que les mots, aujourd'hui, sont du vent par rapport à ce qu'ils nous font. Et chez eux, ils ont trois forces: l'idéologie, le financement et l'action violente. C'est le triptyque du projet islamique, c'est-à-dire qu'ils ont une partie de leur société qui distille cette idéologie, qui infuse dans les cerveaux que l'islam est supérieur à tout. Il y a des sociétés qui financent ce projet, et il y a des individus matérialisés par les groupes islamiques armés qui peut imposer ce projet-là par la violence, qui a été théorisé par Saïd Qutb, qui était un écrivain des frères musulmans, qui a été pendu en 1966. C'est lui qui préconisait le djihad violent. Il disait qu'on peut faire le djihad aussi par la parole, par la prière, par le rassemblement de certaines populations, mais le djihad pouvait être aussi violent et imposer l'islam par la violence, tuer les mécréants. Donc justement, pour essayer un petit peu de rebondir sur ce que vous avez dit, hein, vous parlez notamment quelque part de l'homme blanc aujourd'hui, hein, de l'européen de manière générale. L'occidental, on va l'appeler comme ça, de manière générale, a perdu un peu cette force qui le caractérise. Et j'ai l'impression aujourd'hui, je ne vais pas être méchant, mais moi, je vois beaucoup de vidéos qui circulent régulièrement. On voit des Blancs se faire attaquer par supposés des minorités. Et ça donne une image vraiment désastreuse de l'homme blanc. Alors évidemment, vous avez connu une époque où les choses étaient très différentes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur cette décadence
quelque part, qui a été un peu créé par nos sociétés, comme vous parlez du confort. Aujourd'hui, on a cette ubérisation de la société. C'est-à-dire, dès qu'on veut quelque chose, on a juste à appuyer sur une application pour tout avoir. On est vraiment dans une sorte de petite bourgeoisie ensemble, et on n'a plus cette force de rage, cette force d'exister, en fait, puisqu'en fait, on est dans le confort. Et de l'autre côté, on a exactement l'opposé. Comment faudrait-il, selon vous, Pierre, pour, allez, je vais aller avec des mots un peu forts, mais viriliser l'occidental de nouveau, l'homme occidental en tout cas? L'Occident, il y a plusieurs années, j'ai écouté une interview d'un des responsables des Frères musulmans qui a dû être éliminé depuis, et qui disait on compte sur le déclin des États-Unis qui va forcément entraîner le déclin de l'Occident. Les États-Unis a toujours été la tête de proue le fer de lance de l'Occident en matière de technologie, tout ce que vous voulez. L'Occident décline, et année après année, ça s'accélère effectivement c'est un peu le revers de la médaille de l'ubérisation de nos sociétés, du progrès qui a de nombreux avantages, et je suis le premier à en bénéficier. Je suis très heureux comme ça. Nos sociétés, nos ancêtres ont souffert, tout était compliqué, tout était dur pour les moyens de communication, les moyens de déplacement, les guerres, le quotidien qui était dur également. Et ce progrès nous a amené aussi la faiblesse. Et nos ennemis en face se servent de cette faiblesse. Et ils sont forts de nos faiblesses. Aujourd'hui, moi j'ai eu la chance d'avoir fait 20 ans dans les unités où c'était dur. On dormait dehors, parfois on mangeait peu. J'ai fait des stages où l'être humain était poussé dans ses retranchements, tel un animal. Hein. Je sais ce que c'est de switcher, de devenir un animal, pas manger, pas dormir, être frappé, etc., etc. Je sais ce que c'est. L'être humain est capable de grandes choses. Mais aujourd'hui, l'être humain est noyé dans ce confort et est perdu dans cet univers qui nous aura finalement, au fil des ans, détruits, parce qu'on n'a plus de niaque. Mais est-ce que vous voyez des hommes politiques aujourd'hui ou des femmes politiques qui ont ce charisme et qui ont la rage au ventre? Non, il faut avoir la rage au ventre pour vaincre ceux qui ont la rage de nous vaincre. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire. On a aujourd'hui deux facettes. On a la possibilité de les combattre avec une idée, nos idées, avec un projet à leur mettre en face, mais il va falloir aussi les combattre physiquement. Donc ces deux parties-là sont indissociables. On ne peut pas que les détruire parce que leur idée perdurera. Mais quand vous me disiez comment on peut retrouver ça, on peut retrouver ça en arrêtant aussi, parce que ça c'est un comment dirais-je, un sujet qui est très important, la repentance, la honte d'être ce que l'on est, la honte d'avoir été ce que l'on a été. Aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est qu'il y a une partie de la population, parce que pas tous, les gens comme moi, non. Mais cette gauche et cette extrême gauche et ce wokisme aujourd'hui qui n'a qu'un but, c'est détruire ce que l'on a été, déboulonner les statuts. On le voit à Londres, aux États-Unis, etc., etc. Je vais vous prendre un exemple complètement, en parallèle. On déboulonne les statuts de John Wayne aux États-Unis. Donc vous voyez, on en est arrivé là. Donc on peut pas se projeter dans un avenir si on détruit ce que l'on a été dans le passé. Et l'avantage que j'ai aujourd'hui par rapport à certains, c'est que je continue à aller en Afrique. Je travaille en Afrique régulièrement, un peu moins en ce moment, mais je vais souvent en Afrique, et j'ai des discussions avec mes amis africains, avec nos frères africains, oui. Et souvent on parle de colonisation. Je leur dis, les gars, moi je ne vous ai pas colonisé, je ne viens pas ici comme l'homme blanc des années du 18e ou 19e siècle. On est des partenaires, on a des relations de clients à société ou l'inverse, mais à un moment donné, il faut arrêter ça, quoi. Donc il y a deux sujets à traiter. Le sujet d'islamisation de nos sociétés et aussi le sujet qui nous détruit petit à petit, c'est cette honte de nous, honte de notre drapeau,
honte de nos pays. Et aujourd'hui, on a besoin de retrouver cette fierté. Dans l'armée, il y a encore la fierté d'être français. On est encore prêt d'aller donner notre vie pour notre pays, pour les autres, ceux qu'on connaît pas, ou aller mourir en Afghanistan pour essayer de lutter contre cet obscurantisme. Oui, on a le droit et on a le devoir d'être fiers de ce qu'on a fait, avec le bon et le mauvais. L'histoire ne se réécrit pas avec les lunettes du présent, c'est la vie, quoi. On ne va pas refaire le monde, on ne va pas réécrire l'histoire. Non, la France a été avec le bon et le mauvais côté. Il y a eu des résistants, il y a eu des collaborateurs, il y a eu des... Comme dans tous les pays. C'est l'histoire de la civilisation. Bien sûr, Voilà. que ça soit en Russie, que ça soit aux États-Unis, enfin je veux dire, voilà, toutes les sociétés ont été conçues, et même les sociétés musulmanes d'ailleurs aussi, qui continuent de pratiquer, par exemple, l'esclavagisme, alors que c'est un sujet que tout le monde met sur les blancs, alors que voilà. Voilà, donc... je voulais juste compléter, oui. Je fais souvent des allez-y, conférences. Et j'ai fait une conférence récemment à Lyon dans une fac. Et il y avait un Africain, un jeune, qui n'a évidemment pas connu la colonisation, et il me dit, vous croyez vraiment que la France doit être fière de ce qu'elle a fait? Voilà le raisonnement. Oui, on est fiers de ce qu'on a fait, on est fiers de notre passé, qu'il soit bon ou mauvais. Il y a eu ce qu'il y a eu. C'est comme la France avec l'Algérie. On est toujours dans cette repentance parce qu'on a colonisé l'Algérie pendant 130 ans, et on est toujours en train de s'excuser de ce qu'on a pu faire, de ce qu'ont pu faire nos ancêtres, et on est toujours en train de s'excuser de ce qu'a fait l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Mais une guerre, c'est sale. Une guerre, c'est la désolation absolue. Il y a des morts partout. Il y a des enfants. Voilà. Il y a des exactions partout. Donc non, on n'a pas à s'agenouiller. Les genuflexions et la repentance nous conduira à notre disparition. Exactement. Donc c'est ça, c'est un mélange à la fois des partis politiques, notamment d'extrême gauche, qui passent leur temps à cracher sur leur propre histoire, la montée du wokisme qui dévirilise l'homme occidental, la montée aussi du féminisme, et ça c'est un autre sujet qui prend de plus en plus de place dans la société, et aussi qui met l'homme dans des positions compliquées pour s'imposer et s'affirmer. Il y a vraiment toute une partie de notre société qui a fait qu'aujourd'hui, l'homme occidental devient de plus en plus faible. Et donc, comme on l'a dit, l'islam qui justement est à l'opposé de toute cette idéologie, mais qui va d'ailleurs s'associer avec ces mêmes wokistes pour pouvoir s'imposer, et fait qu'aujourd'hui, la société occidentale se retrouve dans cette situation. Je pense que c'est parfaitement expliqué, Pierre. On va revenir maintenant sur d'autres sujets. Je voulais parler un petit peu aussi avec vous du Moyen-Orient, parce que vous connaissez quand même pas mal ces régions. Vous avez été otage en Libye, Pierre. Oui. Ça remonte quand même à pas mal d'années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça s'est passé exactement? Dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé là? Comment vous avez vécu ça? En 2011, il y a les révolutions arabes qui ont commencé, vous vous souvenez? Bien sûr, oui, dans plusieurs pays. Plusieurs pays, dont la Libye. La population a voulu faire tomber Kadhafi. Et moi, à cette période-là, j'étais dans une société qui s'appelait Secopex, qui avait été créée, la première et la seule société militaire privée en France, c'est-à-dire avec cette appellation. Aujourd'hui, on appelle ça les entreprises de sécurité et de services de défense. Donc, on avait un client à cette période-là qui était un client américain, et qui, on va dire par ricochet, était très proche du gouvernement américain, de certains services américains. Et on avait pour mission d'aller démontrer qu'en Libye, c'était des groupes islamistes qui voulaient prendre le pouvoir, et que derrière cette... Alors je raccourcis un peu l'histoire. Oui. Derrière cette révolution, il y avait vraiment la volonté d'imposer un État islamique. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que les islamistes ont rétabli la charia tout de suite après. Donc je faisais du renseignement pour ça. Officieusement, bien sûr, oui. Mais officiellement, on est allé là-bas pour proposer nos services aux révolutionnaires pour faire tomber le dictateur Kadhafi. Donc cette période était une période assez intéressante, parce que ça a mis en exergue un pays en particulier,
qui est un acteur essentiel dans l'islamisation des sociétés occidentales, c'est le Qatar. Le Qatar qui est présent sur tous les sujets, et notamment le sujet de terrorisme, islamisation, culture, tourisme, économique, sport, etc., etc. Donc le Qatar est un acteur essentiel. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Donc on a pu voir que le Qatar était aussi très présent en Libye pour comment dirais-je, mettre en place des régimes islamiques, comme en Syrie. Comme en Syrie. Aujourd'hui, en Syrie, c'est une situation qui est, pour moi, plus que dangereuse, et on en paiera le prix dans quelques années. Mettre à la tête de la Syrie un terroriste islamiste issu des groupes liés à Al-Qaïda, c'est une erreur monumentale que l'Occident commet encore, et encore une fois, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez, elle voit à quelques années alors qu'il faudrait voir à quelques dizaines d'années. Ouais. Et c'est l'erreur que nous commettons depuis des décennies, et c'est la situation actuelle, et est en partie à cause de ça. Donc voilà, donc vous connaissez quand même plutôt bien cette région, notamment aussi le Liban. Vous étiez présent pendant la guerre. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ces groupes terroristes qui sont pour la plupart d'ailleurs financés par l'Iran, notamment le Hezbollah. Je sais que voilà, vous connaissez bien le Hezbollah. Le Hezbollah a quand même tué aussi, il faut le dire, des soldats français. Comment fonctionne le Hezbollah au Liban, parti politique? Est-ce que c'est juste une organisation terroriste? Par qui ils sont financés? Et c'est quoi l'idéologie du Hezbollah? C'est des sunnites, des chiites? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce sont des chiites. Le Hezbollah, si vous voulez, c'est le bras armé de l'Iran dans cette région. L'Iran a la capacité à développer militairement, politiquement, matériellement le Hezbollah, de façon à avoir une entité qui est capable de mener des actions contre d'abord le premier ennemi juré, c'est-à-dire Israël. Le Hezbollah, si vous voulez, c'est un peu a vu le jour dans les années 84-85. Donc ceux qui ont commis l'attentat contre le Drakkar, j'y étais dans cet attentat-là, j'étais présent à Beyrouth à ce moment-là. C'est une des périodes qui a été la plus violente pour l'armée française pendant les 5 mois de Dionne 4 entre 83 et 84. C'était surtout le djihad islamique. C'était le balbutiement du Hezbollah. Le djihad islamique s'est transformé après en Hezbollah. Le Hezbollah donc, a vu le jour, a été créé pour mettre en dehors pour repousser du Liban Israël du sud du Liban. Et après, le Hezbollah a muté. C'est devenu une organisation, une entité. Un parti politique. Les deux, en fait. C'est une entité politique et une entité militaire. C'est pour ça que là aussi, on est incohérent et on est, encore une fois, lâche et inconscient. C'est que d'un côté, on inscrit la branche armée du Hezbollah sur les listes des terroristes islamistes, mais pas la branche politique. Donc c'est encore une fois une erreur absolue. Donc ce groupe de terroristes chiites a aussi la particularité d'être lié à des cartels de drogue, être un cartel à lui-même. C'est vraiment la plaine de la Bécasse, ça fait partie des fournisseurs de drogue également. Donc vous voyez, le Hezbollah, c'est à la fois un parti politique, un groupe de narco-mafieux et un groupe de terroristes islamistes, et tout est mélangé. Donc ce groupe-là, aujourd'hui, fait la pluie et le beau temps au Liban, bien évidemment. Le Liban, les chrétiens sont devenus minoritaires. Le Liban, ça a été pour moi un révélateur de voir à quel point ils étaient capables de haine envers l'Occident et de haine envers les chrétiens. Bien évidemment de haine envers Israël, parce qu'Israël, en fait, c'est, si vous voulez, l'excuse, la première excuse pour s'attaquer à l'Occident, comme la Palestine n'est qu'une excuse. Le Hezbollah n'a que faire de la terre de Palestine, le Hamas n'a que faire de la terre de Palestine. Ils n'ont qu'un seul but et qu'une seule revendication, la destruction d'Israël. Ça aussi, il y a un des responsables du Hamas qui disait il y a quelques années, on mettra le temps qu'il faudra, on mettra 10, 15, 20, 50, 100 ans, 150 ans, mais Israël n'existera plus.
Donc, partant de ce constat-là, et bien évidemment, ils sont alimentés par l'Iran, partant de ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque aux conséquences, on s'attaque aux ramifications ou à la tête de la pieuvre. Je pense qu'on aurait pu depuis longtemps couper la tête de cette pieuvre-là. L'Iran n'est pas un pays comme les autres. L'Iran est un pays important dans la région, c'est un pays perse. Et 1979, c'est une note très importante dans le cycle, on va dire, dans le cycle de l'islamisation de nos sociétés. La première république islamique a vu le jour grâce aussi aux communistes, grâce aussi à la France, aux Occidentaux. N'oublions pas que l'ayatollah Khomeini était logé par la France gratuitement à Neuf-le-Château et en région parisienne dans le 78, et que c'est un avion d'Air France qu'il a amené en Iran. Et cette image symbolique où on voit, je ne sais pas si c'est le commandant de bord français de l'avion qui l'aide à descendre. Oui, c'est symbolique tout ça. Bien sûr. Donc, depuis ce temps-là, on a compris qu'on avait commis une erreur, bien évidemment, parce qu'on a vu les résultats avec l'Iran, parce que l'Iran est derrière beaucoup d'attentats, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Europe. Et depuis ce temps-là, on aurait pu admettre qu'on s'est trompé et essayer de changer le cours des événements, c'est-à-dire en coupant la tête de cette pieuvre. On pourrait le faire encore. Je pense que les États-Unis ont la capacité de le faire aujourd'hui. Ça prend un peu de temps. Je trouve que ça prend un peu trop de temps. Le temps perdu ne se rattrape malheureusement pas. On aurait pu le faire il y a quelques années quand la femme s'est fait arrêter parce qu'elle avait son voile qui était pas bien, oui. et qui est morte en prison. Il y a eu des manifestations qui ont été réprimées dans la violence. Aujourd'hui, c'est aussi le cas. On compte les morts. À cette période-là, j'étais à Londres, j'avais une société anglaise, Wincorp Security Defense, et j'avais été abordé par certains Iraniens qui m'avaient demandé si on pouvait les aider à créer, à déclencher une résistance armée sur le sol. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette diplomatie française, notamment depuis le général de Gaulle et le Quai d'Orsay, aujourd'hui, qui a systématiquement des politiques pro-arabes, notamment par rapport à la dépendance aussi du pétrole. Ça, c'est aussi évidemment l'un des aspects. Puis on leur vend aussi beaucoup de choses. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer déjà pour la France, justement, cette diplomatie qui est clairement, comme vous l'avez dit, très problématique parce qu'elle influence nos pays. On sait qu'il y a eu énormément de mosquées qui ont été notamment financées par des pays comme l'Arabie Saoudite. L'infiltration du wahhabisme dans les mosquées. Tout ça, ça vient du fait qu'on a entretenu depuis des années et des années des relations avec ces pays-là. Pourquoi justement la France continue systématiquement de soutenir ces pays alors qu'on sait très bien on connaît les problèmes directement liés à ces pays-là? Pétrole, argent, armement, paix sociale. Aujourd'hui, la paix sociale est très importante. Alors, dans les années 90, la France a toujours, pour moi, eu une politique pro-arabe. C'est d'ailleurs pour ça que dans les années 90, les services français ont formé les services palestiniens. On a toujours été là pour aider les Palestiniens clandestinement ou officiellement, etc. etc. D'envoyer quelques vivres par air, c'est peanuts. Mais Chirac avait reçu Arafat aussi, hein, c'était le premier président, il me semble. Arafat est mort en France. La famille d'Arafat vit en France. Et richissime. Hein. N'oublions pas que les Palestiniens crèvent de faim, mais les dirigeants du Hamas sont dans des palaces au Qatar. Et certaines familles de cette période-là sont en Europe et ne sont pas dans le besoin. Donc, si vous voulez, on a cette mentalité-là parce que aussi on a un passé de colonial
de colonialisme, pardon. On a ce rapport aussi au Maghreb et à l'Algérie qui nous sclérose, qui nous empêche de prendre les bonnes solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En réalité, la diplomatie, c'est une zone grise, bien évidemment. C'est ni noir ni blanc, c'est gris. Mais cette diplomatie-là, à la fin, elle nous perdra. La diplomatie du nini nous détruira. Et ça, c'est de voir qui on a à la tête des diplomaties françaises depuis des années, avec le dernier ministre des Affaires étrangères, c'est une catastrophe. Voir comment les coups de menton et essayer de jouer les durs avec la Russie, avec notre position. Je crois qu'on a atteint le paroxysme de la faiblesse avec Israël. Quand le 7 octobre s'est déclenché, quand il y a eu cette attaque sur Israël, là, la France aurait dû s'affirmer et prendre des mesures fortes. Il y avait des Français parmi les otages. Il y avait des Français parmi les victimes. 50 Français ont été assassinés par des terroristes du Hamas et on est resté les bras ballants. On les a absolument pas vengés. Il n'y a eu aucune représaille de la France. Au contraire, la seule action que la France a prise pour aider Israël, c'est de s'abaisser à reconnaître l'État de la Palestine. Alors, seuls les faits sont efficaces et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, et on le voit encore, avant-hier, Emmanuel Macron est allé planter un arbre à la mémoire d'Ilan Halimi qui a été assassiné par des barbares il y a 20 ans. Ouais. Mais j'aurais aimé le voir à la tête de la manifestation contre l'antisémitisme à Paris après le 7 octobre. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu par peur. Les dirigeants français ont peur des conséquences des heurts intercommunautaires dans nos rues. Nous avons aujourd'hui, on ne sait pas combien il y a de musulmans en France. L'islam aujourd'hui, ça représente, je ne sais pas si ça représente 10, 7, 15%, on n'en sait rien. Les chiffres il n'y a aucun chiffre qui est réel. Combien il y a de musulmans en Europe? 40, 30, 50 millions, on n'en sait rien. Donc aujourd'hui, toutes nos décisions sont prises comme ça, avec la peur au ventre. Et concernant le conflit entre le Hamas et Israël, il faut prendre position. Il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de peut-être que, il n'y a pas de en même temps, et ça c'est une particularité des dirigeants français, et encore plus de celui que nous avons en ce moment, c'est le en même temps. Eh bien, il faut prendre des décisions, courageuses. Ne pas avoir la main qui tremble et surtout assumer les conséquences. C'est ça le grand sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour assumer les conséquences. Je prends ces décisions, eh bien, si ça se répercute dans les rues, s'il y a des manifestations, s'il y a des heurts, s'il y a de la violence, s'il y a des morts, eh bien, je continuerai à prendre cette décision et je serai intraitable face à l'islam fondamentaliste, face aux terroristes et face à l'islamisation de notre société, sinon on perdra. Alors, on va revenir sur Israël, évidemment. Vous êtes en direct sur TFN. Je suis en compagnie de Pierre Martinet. Vous êtes déjà plus de 1000 en direct à nous suivre. Merci à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur X et sur YouTube. Donc, merci à tous nos auditeurs. Donc, superbe intervention de Pierre. Et on va continuer sur Israël. On a vu évidemment la France qui avait commencé à prendre des mesures, on va dire, symboliques dès le début, avec Macron qui avait commencé au début à évidemment condamner, comme la plupart des pays l'ont fait, l'attaque du Hamas du 7 octobre. Mais on a vu que ça n'avait pas duré très très longtemps. On a vu Macron qui, un coup, quand Israël se défendait, condamnait Israël, et quand le Hamas attaquait, condamnait le Hamas. Donc voilà, ça c'est un peu la politique d'Emmanuel Macron, un peu une posture de lâche, on peut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, Israël semble très très seul par rapport à ses alliés européens. On les compte sur le bout des doigts. Seuls, clairement, les États-Unis soutiennent Israël, que ce soit militairement, mais aussi diplomatiquement à l'ONU, au Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, on a vu que depuis que Donald Trump est arrivé,
les choses se sont quand même beaucoup accélérées pour Israël. Israël qui a donc engendré une guerre sur plusieurs fronts, pas seulement le Hamas, mais aussi le Hezbollah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'Iran maintenant, et aussi le Yémen avec les Houthis, et grâce aussi au soutien diplomatique de Donald Trump, qui a pu ramener avec lui beaucoup de pays pour s'associer à une paix, pour remplacer cette ONU qui ne sert à rien. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer la guerre d'Israël en quelques mots, Pierre, d'un point de vue stratégique? Quel est l'objectif d'Israël? Certains parlent de grand Israël, d'essayer de détruire tous les pays pour les envahir. Quel est l'objectif stratégique aujourd'hui d'Israël, Pierre, dans la région? Je vais vous répondre avant de développer en un mot. Oui. Le seul objectif d'Israël aujourd'hui, c'est de vivre. Survivre. Survivre, continuer à exister. C'est le seul objectif. Après, une fois qu'on a dit ça, on peut faire un retour en arrière. On pourrait faire un retour en arrière depuis 1948 et les attaques successives des pays arabes et leur volonté. Eux, la grande différence qu'il y a avec nous, c'est que j'enlève toute la politique de mon propos. Ouais. Ils sont dans une situation où s'ils n'agissent pas, ils meurent. Ça change l'état d'esprit des gens. Ça change la façon d'appréhender chaque journée. Chaque journée est une journée de gagner sur une vie, en fait. Et ça, c'est très important parce que ça conditionne les gens. Vous avez affaire avec des gens qui n'ont pas le même regard que nous. Nous avons un regard fuyant. Eux, ils ont un regard déterminé. Et ça, cette volonté de survivre, pour moi, c'est une grande difficulté au quotidien, parce que ce n'est pas facile d'être dans cette disposition-là. Mais en revanche, ça conditionne un peuple, ça conditionne, même si effectivement il y a des gens qui vont trouver des excuses, toujours, on aura toujours des gens qui vont trouver des excuses au Hamas, etc., etc. Donc ça, c'est un fait, ça change tout. C'est un pays à part. Et pour moi, Israël aujourd'hui, c'est le laboratoire de ce qui pourrait nous arriver après. Israël aujourd'hui, pour moi, et ça je sais que ça fait bondir beaucoup de monde, mais ça m'est égal, je m'en fous royalement. Et pour moi, Israël, c'est un oasis démocratique entouré par des démons. Et ça, c'est important de le dire. Une fois qu'on a dit ça, je fais un bref retour au 7 octobre, ce qui est le plus récent. La réaction de Macron, qu'est-ce que c'est? Se taire d'abord. Ensuite, d'aller là-bas, mais 10 jours après, 15 jours après, et de dire quoi? Nous allons créer une coalition pour détruire le Hamas. Coalition pour détruire le Hamas. Cette coalition pour détruire le Hamas s'est matérialisée 2 ans et demi après en reconnaissance d'un État qui n'existe pas, l'État de Palestine, qui est dirigé par des terroristes, qui avait encore sous son sol des otages israéliens. Donc vous voyez à quel point nos dirigeants sont lâches, n'ont pas d'honneur, surtout n'ont pas d'honneur, ils n'ont aucun honneur. Et pour moi, ce qu'il aurait été, moi, à la place d'Emmanuel Macron, le 8 octobre, j'aurais dépêché des forces spéciales en Israël. Mon ancien service, certaines cellules seraient parties là-bas pour porter secours aux franco-israéliens qui étaient détenus par le Hamas, pour aider les forces spéciales et clandestines d'Israël, parce que Israël est notre ami, le Hamas est notre ennemi. Le Hamas est le fer de lance de l'islamisation des sociétés occidentales, Israël est le fer de lance des démocraties occidentales dans cette région. Donc on doit se battre aux côtés d'Israël. C'est mon avis, je l'assume et je l'assumerai jusqu'à la fin. Vous avez totalement raison, je ne vais pas vous donner tort. On a vu en effet que il y a une claire aujourd'hui différence entre l'Europe qui s'est détachée d'Israël dans ses relations diplomatiques, notamment par rapport à ce conflit à Gaza, et on a quand même l'impression, Pierre, et vous allez peut-être être d'accord avec moi, que ces pays-là sont des pays qui sont quand même dépendants d'une forte majorité de population musulmane. Je parle de l'Angleterre, je parle de la France, évidemment, je parle de l'Espagne aussi, qui a été peut-être le porte-parole du Hamas, le Premier ministre Sanchez, qui a été vraiment un très gros support pro-palestinien en tout cas. L'Allemagne qui s'est un peu détachée, on peut le dire, par rapport à ces pays-là, qui ont pris un peu leur distance. Ça, il faut quand même
faut Oui, quand oui, même être clairement. honnête. Oui, oui. Mais voilà, le Canada aussi, d'ailleurs, il ne faut pas oublier le Canada qui a clairement soutenu les Palestiniens et a reconnu aussi un État palestinien. Donc, on voit, c'est quand même des pays, on voit le profil de ces pays qui sont tenus par des gauchistes, en tout cas des gens qui appliquent une politique de gauche et qui ont une forte communauté musulmane. Est-ce que vous pensez qu'il y a comme un lien avec leur politique, Pierre? Ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Et comme ils ont, bien évidemment, la plupart du temps, ce sont des pays dirigés par, comme vous l'avez dit, des gauchistes qui ont cette idéologie wokiste chevillée au corps. Le Canada, c'est quand même pas mal aussi. Les États-Unis, il y a une période avec Biden où c'était la même chose. Ouais. C'est en train de changer un peu avec Trump, mais encore une fois, il faut voir sur une échelle un peu plus importante que 4 ans ou 5 ans en France. On s'inscrit dans un temps long. Ce qu'on a perdu, on va mettre du temps à le récupérer. Donc, mais il y a un phénomène, évidemment, il y a un phénomène qui est lié à tout ça. C'est l'immigration importante arabo-musulmane sur nos terres occidentales. Et ça conditionne aussi les hommes politiques, parce que il faut penser que la conquête de certaines sociétés occidentales sera pacifique. Ils vont pas infiltrer parce qu'ils seront élus, ils vont être élus dans des conseils municipaux, dans des conseils nationaux, dans des conseils européens, etc., pour conquérir nos territoires, pour conquérir nos sociétés. Donc là, nous sommes, comment dirais-je, nous allons pécher parce que nous avons mis en place. Nos démocraties vont tomber aussi par la démocratie, aussi par les élections, parce que le nombre fera la différence. Et je me souviens très bien, quand j'étais dans les geôles libyennes, ils me disaient « l'Europe sera islamique. Ce n'est qu'une question de temps et de nombre ». Donc, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bien sûr, il rajoutait Inch'Allah, Bien sûr. mais voilà. Donc, on en prend le chemin. J'attends avec impatience les prochaines élections législatives, les prochaines élections municipales en France, et voir le nombre de musulmans qui vont intégrer les conseils municipaux. Et ensuite, le maire de Londres est un musulman radical. Le maire de New York est un musulman radical qui soutient les Palestiniens, qui est anti-israélien. Donc vous voyez, petit à petit, ils avancent. On Et voit tant qu'on ne sera pas... Minneapolis, vous avez peut-être dû voir, qui est infesté de Somaliens, et c'est devenu une ville qui a été Il y a plein, clairement. exactement. C'est des petites villes comme ça qui commencent à. Même si les musulmans aux États-Unis sont vraiment très très minoritaires, hein. Il n'y a vraiment pas du mais tout encore une de. fois, Mais ça commence. les minorités actives sont plus efficaces que les majorités silencieuses. C'est vrai. Tout à fait. Le Premier ministre écossais a lancé l'appel à la prière depuis son bureau. Son bureau. Tout ça, ce sont des symboles. L'appel à la prière depuis le Tower Bridge à Londres, l'appel à la prière dans Times Square, tout ça, ce sont des symboles. Ce sont des petites, des drapeaux islamiques qui sont plantés sur des symboles occidentaux. Et ça, on le laisse faire. Petit à petit, il va y avoir l'appel à la prière dans certaines villes. Les mosquées cathédrales dans les villes européennes, avec des minarets, d'immenses minarets, qui pour l'instant ne sont pas sonorisés, mais qui à terme, dans quelques années, vous savez, c'est step by step, ils avancent, step by step, et à chaque fois nous reculons. Nous avons la laïcité, c'est un échec. D'autres pays ont préféré le communautarisme, c'est un échec. Et d'échec en échec, de renoncement en renoncement, nous perdrons la guerre civilisationnelle que nous menons actuellement. Donc il est temps de se réveiller, il est temps que les populations occidentales se réveillent, il est temps que les dirigeants occidentaux prennent les choses en main et repoussent ce fléau hors de nos frontières. Est-ce que d'un point de vue, alors là je vais vous parler d'un point de vue militaire, est-ce que clairement il y a eu un génocide à Gaza? Alors, pour moi, si Israël avait voulu rayer la Palestine de la carte en commettant un génocide, ça aurait pris 3 jours. Voilà. Donc non, il n'y a pas de génocide à Gaza. La guerre, c'est sale.
Les bombardements tuent. La guerre chirurgicale, cela n'existe pas. On est capable ponctuellement de mener des opérations spéciales pour tuer un individu ou un groupe d'individus. Mais dès l'instant où il y a une invasion terrestre, dès l'instant où il y a des affrontements de forces armées sur le terrain, il y a forcément des dommages collatéraux. Les morts à Gaza, ce sont des dommages collatéraux. Les morts à Gaza, c'est le Hamas qui est responsable. Ce n'est pas Israël. Ils ont ouvert les portes de l'enfer, ils n'ont qu'à subir les conséquences de ce qu'ils ont fait. La guerre, c'est vraiment... je suis bien placé, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu des enfants mourir, c'est une désolation absolue. Donc, mais maintenant, il faut arrêter de penser que la guerre, c'est un jeu vidéo. Voilà. Et non, il n'y a pas de génocide à Gaza, et toutes les guerres... Vous savez, avant que les Américains débarquent en Normandie, le nombre de morts qu'il y a eu parmi la population française, avant le débarquement de Provence, pareil. Donc, bien sûr. Dans toutes les guerres, ce sont les civils en premier qui meurent, pas les militaires. Les guerres modernes. Et tout à fait. Et il ne faut pas oublier aussi, parce que tous ceux qui disent qu'il y a un génocide à Gaza, il ne faut pas oublier ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Pour le coup, c'était clairement un génocide, puisque eux, ils sont allés directement s'en prendre à des civils chez eux. Ils ont kidnappé des enfants, ils ont violé des femmes. Et ce n'est pas l'armée israélienne qui s'en sont pris. C'est clairement des attaques ciblées contre une population. Ils en ont tué 1000. S'ils avaient la possibilité d'en tuer 10 000, ils l'auraient fait, de toute façon. Alors, vous savez, à chaque fois, on me dit... il y a autant d'enfants palestiniens qui meurent que d'enfants israéliens. Ok, d'accord. Sauf que la différence entre un dommage collatéral et un enfant ciblé, elle est très importante. Bien sûr. Effectivement, un enfant qui meurt, qu'il soit rwandais, palestinien, norvégien... C'est la même chose. C'est la même chose. En revanche, si les enfants israéliens qui ont été tués par le Hamas, c'est une volonté de tuer. C'est l'intention, en fait, qui est différente. L'intention, évidemment. Après, il y a des... là, c'est la guerre, quoi. La guerre et ses horreurs. Et la guerre, ses horreurs, exactement, on est d'accord. On va continuer, on va finir avec le dernier chapitre. On parlait de l'Iran, donc le régime des Mollahs qui, sans doute, arrive à sa fin. En tout cas, beaucoup l'espèrent. La chute du régime. Donald Trump qui est en train de s'activer aussi bien d'un côté dans les négociations, puisque quand on l'entend régulièrement dans ses interviews, il est toujours en train d'expliquer qu'il espère et beaucoup que les Mollahs, même si je pense que évidemment, intérieurement, il a compris que c'était mort, que les Mollahs passent à la table des négociations et arrêtent leur programme nucléaire. Et on a vu aussi de l'autre côté qu'ils s'activent sur le terrain de l'armée. On a vu énormément de porte-avions arriver proche du Moyen-Orient. Donc, c'est sûr que quelque chose se prépare. Que pensez-vous, Pierre, justement, peut-être de ces dernières journées ou dernières semaines? Est-ce que vous pensez que Trump va attaquer ou pensez que c'est encore du bluff? Enfin, certains pensent que c'est du bluff. Alors, j'espère qu'il va le faire. J'espère qu'il va... Alors, encore une fois, on ne connaît pas l'avenir. Je n'ai aucune information, bien évidemment. Mais j'espère qu'il va le faire. J'espère qu'il va le faire pour démontrer que... Il l'a déjà fait, Oui. Il y a eu l'opération Night Hammer l'année dernière. Il a bombardé. Alors, c'était. Oui, mais pour moi, ça n'a pas été ciblé. C'était ciblé sur des sites uranium. C'était pas le gouvernement qui était ciblé. Mais cette fois-ci, il veut parler de changer de gouvernement. Oui, j'ai entendu ça. Et ce matin ou hier, j'ai entendu également que les négociations avec les Iraniens sont stoppées. Ça n'aboutit pas. Donc, je pense que la seule solution, c'est de faire tomber le régime. Et pour faire tomber le régime, il y a deux solutions. Soit on le fait tomber de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on génère une révolution armée, et ça, ce sont des missions des unités spéciales ou des forces clandestines comme la mienne. On est capable de mettre en place une guérilla et de faire tomber un gouvernement, ou soit on fait une invasion terrestre. Une invasion terrestre, avec ce que ça comporte, parce que l'invasion terrestre, le risque, c'est que la population après se retourne contre la... Ça s'est passé au Mali pour nous, ça s'est passé en Irak, ça s'est passé en Afghanistan, etc., parce qu'effectivement, ça prend du temps. Et maintenant, dans l'ère moderne, si la guerre dure plus d'une semaine, on parle d'enlisement. Donc
la solution, pour moi, la solution aujourd'hui que je mettrai en place, qui est jouable, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire opération spéciale et bombardement, ciblé et rapide. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas traîner l'opération de façon à que les populations ne se retournent pas contre le pays qui fait tomber le régime. Donc, les États-Unis, ouais. le Mossad est sur place, c'est évident. Les États-Unis ont certainement des La unités CIA, de la CIA qui est sur place. La DGSE, je ne pense pas, parce qu'on est tellement peureux. Et aujourd'hui, tout est taxé sur le. Il faut savoir qu'aujourd'hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai entendu quelqu'un me dire, on a l'impression, depuis quelques années, avec Emmanuel Macron, que le terrorisme islamiste a disparu parce qu'on est uniquement en Ukraine. Voilà aujourd'hui où on en est. Donc il lâche le terrorisme islamiste parce que dans islamiste, il y a islam. Dans islam, il pourrait y avoir un amalgame, il pourrait y avoir des pays qui se sentent, comment dirais-je, insultés, etc. etc. Insulté. Voilà. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui avec l'Iran, c'est un exemple. Faut pas faire en Iran comme en Afghanistan, faut pas faire en Iran comme en Irak. Déjà, ce ne sont pas les mêmes populations. Et qu'est-ce qui est pire qu'un régime islamique? Il n'y a rien de pire qu'un régime islamique. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut remettre en place quelque chose. Surtout, il faut savoir que par ricochet, si l'Iran tombe, le Hezbollah tombe, le Hamas tombe, les Houthis tombent, les proxys du Hamas qui attaquent Israël au quotidien vont tomber. On va peut-être retrouver un semblant de paix dans cette région. Ouais. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on en parlait, les Émirats arabes unis essayent d'avoir une attitude un peu plus souple et démocratique avec Israël. Donc, vous voyez, on essaye en ce moment de changer un peu les choses avec Israël. Je parle d'Israël, hein, je ne parle pas de l'Occident. Donc oui, aujourd'hui, on a l'opportunité de frapper la tête de couper la tête de la pieuvre de façon à ce que ses ramifications tombent. Super. Je vais vous poser une dernière question, Pierre. Donc, ça va être des questions avec une réponse très rapide, comme 10 secondes, comme des petites questions que je vais vous poser pour essayer que les gens un petit peu en sachent un peu plus sur vous. Et c'est des questions que beaucoup de gens m'ont posées, qui m'ont demandé de vous poser. Donc voilà, je veux des réponses très très courtes, le plus que vous pouvez évidemment, parce que l'objectif c'est de vous poser le plus de questions possible. Quelle est la plus grande idée reçue sur les espions? James Bond. Quelle est la menace la plus sérieuse pour la France en ce moment? L'islamisme. Est-ce que vous conseillez aux gens de quitter la France? Surtout pas. Surtout pas. Je conseille aux gens de se battre pour la France. Est-ce qu'il faudrait prendre Vladimir Poutine comme allié ou garder la situation actuelle? Oui et non. Mais je préfère avoir Poutine comme allié que le Qatar comme allié. Est-ce que vous pensez que les services de renseignement détiennent des dossiers compromettants sur certains hommes politiques? Alors, j'en sais vraiment rien. Alors, les services de renseignement, il y a une période, effectivement, les RG avaient des notes sur beaucoup de monde. Les renseignements généraux en France, ils avaient des dossiers sur tout le monde, les rumeurs et tout ce qu'on peut. Aujourd'hui, si vous faites allusion à l'affaire Einstein, honnêtement, je ne pense pas que. Alors, ça, c'est peut-être que je me trompe. Hein, je ne pense pas que la DGSE sache quoi que ce soit. Okay. Peut-être un peu. Peut-être certains services de la DGSI, mais. Oh, oui, sûrement. Oui, les services savent. OK. Ouais. Entre la CIA, donc le CIA, les États-Unis, le Royaume-Uni, avec le M16, la DGSE, le Mossad, la FSB, donc les Russes, qui est le service le plus efficace selon vous en termes d'espionnage? Tous. La seule différence entre les autres, c'est les décisions politiques. Tous les services se valent. Intrinsèquement, un agent français est aussi bon qu'un agent israélien, un agent russe ou un agent américain. La seule différence, c'est que nous n'avons pas les mêmes dirigeants et nous n'avons pas les mêmes prérogatives. Israël joue sa survie. Donc, s'il faut éliminer, on élimine. C'est ça la grande différence. Est-ce que nos téléphones sont-ils tous sur écoute?
On peut tous les écouter. Comment identifier une filature? Il y a des techniques, c'est assez facile. On peut mettre en place des contre-filatures, oui, c'est très facile ça. J'ai formé des gens là-dessus sur la contre-filature. Quelle est l'erreur qui aurait pu vous coûter la vie pendant votre carrière? La routine. Qu'est-ce qu'il faudrait arrêter de partager sur les réseaux sociaux? S'il faut être, s'il faut être objectif, il faudrait arrêter de tout partager sur les réseaux sociaux. Dès l'instant où vous mettez un doigt sur les réseaux sociaux, c'est mort. Alors, soit vous restez, ce que je fais, je parle pas de ma vie privée, je parle que du sport que je fais ou de ma vision sur la géopolitique, sur le terrorisme et sur mes livres. Mais dès l'instant où vous commencez à partager votre vie privée, c'est mort. Si vous devez donner, un conseil à quelqu'un qui voudrait, rentrer, dans les services secrets français, lequel serait-il? Bah, vas-y. Alors, 2 solutions. 1, en intégrant des unités, militaires et ensuite en allant dans les unités, comme, le service action ou autre, ou même dans certaines unités de la DGSE, des services secrets. Ou 2, en y allant directement en tant que civil, hein. Il y a, informaticien, linguiste, analyste, et cetera, et cetera. Mais sur sa vie, personnelle, un conseil comme, je sais pas, réfléchis bien, avant de t'engager ou fais attention si tu as une Non, non, non. Faut vas-y, fonce. réfléchir, fonce. Si tu as envie, il faut y aller. Tu regretteras si tu le fais pas. Ça a été ma philosophie. Parfois, on se fait mal, mais c'est pas grave. Super, bah, merci beaucoup, Pierre Et c'est Martinet moi, pour, c'est cette heureux. interview et franchement, bah, voilà, j'espère que vous avez apprécié, l'interview avec Pierre. On se donne rendez-vous, dans un prochain épisode de The Joel Show et on rediffusera évidemment cette émission dimanche à 18h si vous n'avez pas eu le temps de tout voir avec, les meilleurs moments. Merci beaucoup. Merci Pierre. Bonne soirée. Bonne soirée.